Bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur Ovadia Web TV. On évoque tout le temps et alors tout le temps le changement climatique, mais la notion reste assez ambiguë, qu'on a du mal à s'y retrouver. Ce qu'on retient est que les eaux vont monter, la chaleur va s'accentuer d'ici 50, 70 ou 100 ans. Ce qui est sûr, ça paraît très loin aux yeux de tout le monde et du coup, rien n'est fait au quotidien. Le changement climatique, voilà donc le sujet qui nous réunit aujourd'hui dans notre environnement en question. Et l'émission va apporter la lumière sur les petites notions à la base de ce phénomène qui détruit progressivement la planète. Il faut le dire. Le changement climatique, qu'est-ce que c'est? Comprendre ses causes et conséquences dans la première partie de cet entretien. Et pour y aller, nous sommes avec M. Saïd Ronkono. Il est le directeur exécutif de IDID, ONG, Initiative pour un développement intégré durable. Monsieur Saïd, bienvenue. Merci, madame. Bienvenue donc dans notre environnement en question. Nous allons nous entretenir sur le changement climatique. C'est vrai que le thème est au cœur des grandes rencontres internationales et c'est évoqué tout le temps. Mais en réalité, est-ce qu'on comprend ce que c'est que le changement climatique? Merci, madame. C'est un honneur pour moi d'échanger donc avec les internautes. En réalité, il faut partir déjà de ce que c'est que le climat. Et comme vous le savez, nous sommes dans un environnement et tout ce que nous faisons est plus ou moins soumis, par exemple, à la température qu'il fait, la température ambiante, à la pluviométrie, à l'ensoleillement, etc. Donc, tous ces paramètres, en fait, de cet environnement, de ce climat, définissent un peu un équilibre donné. Et en fonction de cet équilibre, les hommes se sont adaptés en essayant donc de développer des pratiques et autres. Mais aujourd'hui, on constate que cet équilibre est rompu. Et donc, nous allons vers un nouvel équilibre dont personne ne maîtrise encore quels seront en fait les paramètres. Et en plus, justement, de ces changements-là, on note principalement et généralement un certain nombre de phénomènes extrêmes climatiques, comme par exemple les vents violents, vous en avez cité quelques-uns. Nous avons les fortes inondations, nous avons par exemple la fonte des glaciers, etc. Donc, il y a un certain nombre de phénomènes qui n'existaient pas, ou d'autres qui existaient, mais qui se sont exacerbés, qui ont pris d'ampleur aujourd'hui et qui ont vraiment des dégâts conséquemment très graves. Lorsqu'on parle de changement climatique, à quoi est-ce qu'on peut se référer tout de suite pour parler des dégâts? Déjà, avant de parler des dégâts, lorsqu'on parle de changement climatique, la première chose mise en cause, c'est la température de la Terre. Donc, la température de la Terre, globalement, qui était autour de 15 degrés C, est en train d'aller vers 16,5 degrés. Et depuis 1990, le GIEC, le groupe intergouvernemental de l'évaluation du climat, qui en fait est constitué d'éminents scientifiques sur le monde entier, ont déjà attiré l'attention sur le fait que, attention, le climat de la Terre est en train de changer, avec pour conséquence, par exemple, l'élévation du niveau de la mer. Nous avons des perturbations au niveau de la pluviométrie, au niveau d'un certain nombre de pays, et également la fonte des glaciers. Et cette fonte des glaciers, vous avez suivi les actualités ces derniers jours également, pose d'énormes problèmes, notamment par rapport donc, aux espèces donc, qui vivent dans l'Arctique et par rapport justement à tout cet écosystème glacier qui va être perturbé. Alors, est-ce qu'on parle principalement des gaz à effet de serre lorsqu'on évoque le changement climatique? Oui, en relation avec cette évolution du climat, la principale cause, c'est les gaz à effet de serre. Je vais expliquer terre à terre que le commun des internautes comprennent. En réalité, il y a un phénomène qu'on appelle l'effet de serre. Nous recevons la température, les rayonnements du soleil, et autour de la Terre, il y a une couche d'atmosphère dans laquelle se trouvent quelques gaz qui ont pour effet de capter ce rayonnement-là. Sans ces gaz, la température de la Terre serait à moins 18 degrés. Ça veut dire qu'il ferait froid de façon globale. Donc ces gaz permettent justement de ramener cette température de la Terre à une température chaude que nous vivons aujourd'hui, qui est de 15 degrés. Donc vous comprenez que quand il y a augmentation de la concentration de ces gaz dans cette couche-là, forcément l'effet de serre que ces gaz exercent est amplifié et par conséquent la température globale de la Terre tend donc à augmenter. Et bien entendu, partant de l'augmentation de la température, on a tout un ensemble donc, de phénomènes qui s'enchaînent, puisque le tout forme un équilibre.
une augmentation de 1,5 degré qu'on a observé jusque-là. Voilà les dégâts que nous avons. Et le GIEC, dans son dernier rapport de 2018, a dit, attention, si on dépasse la barre des 2,5, personne ne peut plus maîtriser l'exacerbation des phénomènes que nous pouvons observer. Alors justement, lorsqu'on parle de la modification de la température, on ressent déjà les effets aujourd'hui. Il y a les saisons qui ne sont plus ce qu'elles doivent être en réalité. Tout à fait. Alors comment on peut expliquer Comme je le disais, c'est toute une chaîne. Il y a dans certaines zones, il fait plus froid, il fait beaucoup plus frais. Il y a des pics de température glaciaire qu'on n'a jamais observés, des moins 50 et autres. Et dans d'autres zones, il fait plus chaud. Et c'est cela, en fait, les effets négatifs des changements climatiques. Nous avons aujourd'hui les phénomènes extrêmes comme les tsunamis. On a eu des cyclones qui ont dépassé tout entendement. La dernière fois, c'était Irma. Après, il y a eu plein d'autres qui ont suivi. Depuis 2006, où on a parlé de Katrina, vous voyez un peu comment ça s'enchaîne. Et quand on ramène un peu le débat à l'échelle un peu territoire plus réduit, on observe aujourd'hui une perturbation de nos saisons. Il pleut plus, nous sommes à Cotonou, il pleut plus à Cotonou comme il pleuvait avant. La température, on ressent déjà une certaine température. Il faut monter vers les zones de Kari, Maman, Malanville pour voir réellement que l'avancée du désert, la hausse de la température dont on parle aujourd'hui est réelle. Il faut parcourir les côtes de Cotonou pour voir que l'érosion côtière a pris une ampleur par rapport à ce qu'on faisait, par rapport à ce qu'on observait avant. Et c'est d'ailleurs ça qui aujourd'hui explique toute la motivation du gouvernement à installer des épis, etc. Parce que si on ne fait rien, on risque d'avoir des conséquences désastreuses sur les infrastructures et sur l'économie même. Justement, ces dégâts sont tellement nombreux. Je voudrais qu'en tant que spécialiste, vous nous expliquiez aussi un peu les effets néfastes du changement climatique sur la biodiversité et autres. Déjà, au niveau de la biodiversité, je vais repartir sur l'exemple de la fonte des glaciers dont je parlais. Nous avons un écosystème glacier dans lequel vivent certaines espèces. Donc, quand cet écosystème va disparaître, ça veut dire que ces espèces-là vont disparaître. Et quand on considère par exemple la chaîne alimentaire, donc depuis les prédateurs jusqu'aux plus petits, vous êtes d'accord avec moi que si la plus petite espèce disparaît, ça veut dire que toute la chaîne alimentaire est perturbée. On ne le voit pas directement en réalité. Donc quand on parle d'impact négatif sur la biodiversité, rien que, même si je ne parle pas de disparition d'une espèce, rien que la migration de l'espèce d'une zone vers l'autre empêche. Est-ce que ça a déjà commencé, ces migrations-là? La chaîne alimentaire, bien entendu. Nous avons dans certaines zones, par exemple, des insectes qui n'existaient pas et qui ont migré dû au fait que l'écologie du milieu a changé. Par exemple, c'est des insectes qui étaient juste tolérants à une température plus basse, mais aujourd'hui la température a augmenté. Vous voyez, ils sont obligés, ces espèces sont obligées de migrer vers des zones où la température est basse. Sinon, elles sont appelées à disparaître. Donc, il y a cette adaptation-là qui est innée donc à la survie de l'espèce, même animale et végétale, et humaine aussi, qui fait que les impacts sont plus ou moins amoindris d'une espèce à l'autre. Mais de toute façon, on observe aujourd'hui déjà des impacts criards qui font qu'aujourd'hui, tout le monde s'est mobilisé et on continue les actions pour qu'on ne parle plus des changements climatiques en théorie, mais qu'on développe réellement des activités en faveur d'une adaptation réelle. Justement, puisque nous sommes en train de parler des petites notions, est-ce que vous ne pensez pas que les déserts aussi vont gagner du terrain avec ce changement climatique-là? C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous avons des prévisions qui font état du fait que certaines zones qui sont semi-arides vont devenir très arides et des zones qui étaient très arides vont devenir plus pluvieuses. Donc, il faut relativiser en fait quand on parle de changement climatique. Il y a des zones qui vont connaître une exacerbation, donc une ampleur de l'aridité. Par exemple, la pluviométrie va encore diminuer alors qu'elle était vraiment réduite. Quand vous parlez du désert, vous êtes à une pluviométrie très basse, lent, alors que dans certaines zones où la pluviométrie était déjà
à 1200, 1300 mm d'eau par an, on va avoir peut-être une hausse, donc amplification des inondations, ou bien une baisse, donc une perturbation par rapport aux calendriers culturaux, etc. Alors, pour ramener le débat plus près, il paraît que, je ne sais pas, la consommation d'eau et d'énergie aussi dégrade les écosystèmes. Je ne sais pas si c'est vrai. Oui, vous savez, déjà, on a établi la cause comme étant les gaz à effet de serre. Mais les gaz à effet de serre sont produits d'où? C'est depuis l'industrialisation. Aujourd'hui, la consommation, la production de l'énergie en utilisant les énergies fossiles, nous courons tout droit vers le fossé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Justement, vous avez vu aujourd'hui tout l'engouement qu'il y a autour des énergies renouvelables. Nous devons produire le moins possible de CO2 en produisant l'énergie indispensable à notre vie, à notre activité économique, etc. Donc nous devons aller vers des sources d'énergie qui polluent le moins possible, qui émettent le moins possible des gaz à effet de serre. C'est de cela qu'il est question. Nous devons revoir notre manière de produire. Il ne s'agit pas d'arrêter de produire, puisque il faut exercer les activités, l'homme doit vivre, mais il s'agit de trouver les moyens propres en griffe, les moyens sobres, donc moins émettrices possibles de gaz à effet de serre. Et justement, quand est-ce qu'on va trouver ces moyens sobres? Parce que avec votre développement, on constate que tous les signaux sont au rouge, mais on ne voit pratiquement aucune initiative qui est prise pour quand même alerter la population. Non, déjà, je confirme que tous les signaux sont au rouge et très sincèrement, les prévisions qui sont faites très proches d'ici 2030, d'ici 2050 par rapport donc à l'augmentation de la température et aux impacts sur tous les secteurs d'activité. Aucun secteur d'activité n'est épargné. On parlera de l'agriculture, mais la santé aussi n'est pas épargnée, les infrastructures, etc. Mais vous voyez, aujourd'hui, il y a une prise de conscience à l'échelle internationale. Nous avons dernièrement l'accord de Paris. Nous revenons de la COP en novembre-décembre dernier, où déjà quelques avancées sont notées. Mais dans le même temps que des avancées sont notées, des régressions également sont notées. Et c'est ça, là où le bas blesse. On ne sent pas un certain engagement de tous nos politiques. Or, il faut que la politique, d'abord, le décideur politique porte la chose pour que, au niveau de la base, au niveau de tous les sous-secteurs, ça puisse prendre. Mais il ne faut pas dire que rien n'est fait. Beaucoup de choses sont faites. Justement, on ne voit rien. Beaucoup de choses sont faites, madame, beaucoup de choses. Déjà, au niveau politique, il y a eu intégration des questions de changement climatique dans les documents de planification à divers niveaux, à l'échelle nationale aussi. Je peux vous en citer quelques-uns. Il y a la stratégie de développement sobre en carbone et résilient du Bénin. Il y a déjà la contribution déterminée nationale. Et quand vous voyez tous les autres plans ou stratégies de développement sectoriel, ils intègrent aujourd'hui la question des changements climatiques. Ça, c'est au niveau d'intégration. Au niveau des communes, nous avons la majorité des PDC, des plans de développement communaux, aujourd'hui qui intègrent les questions des changements climatiques, l'adaptation, l'atténuation, les questions d'énergie propre et autres. Mais ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est les actions concrètes. Parce qu'il faut aller vers les communautés vulnérables. Il faut aller vers ceux et celles-là qui sont dans les villages et qui subissent les affres des changements climatiques. Et vous savez comme moi que l'agriculture, c'est la base de la sécurité alimentaire. Et c'est l'un des secteurs les plus impactés, sinon le secteur le plus impacté dans notre pays par rapport donc, au changement climatique. Nous sommes encore dépendants de l'eau. Et donc la moindre petite perturbation qui survient dans le calendrier, dans la pluviométrie, perturbe le calendrier culturel et a une conséquence directe sur le rendement, sur la production agricole. Justement, vous me rejoignez lorsque je parlais de communication, de sensibilisation à la base même, pour faire comprendre à la population ce que c'est que le changement climatique et le danger qui nous guette en réalité. Oui, on va pas dire que la communication n'existe pas, mais elle est insuffisante. Parce que comme vous le savez, les défis sont monstres, les défis sont énormes. Et c'est dans tous les secteurs, madame, dans tous les secteurs d'activité. Au niveau de tous les acteurs clés, on ne peut pas concevoir aujourd'hui un secteur sans une prise en compte efficace de la dimension climat. Autrement, vous allez mettre en œuvre des actions
Et une simple inondation, un simple vent violent va venir emporter des centaines de millions. Je donne un exemple. Vous construisez un marché, tout simplement dans une zone à risque d'inondation, sans faire des études de vulnérabilité pour voir si cette zone-là est propice à l'implantation de ce marché-là. Vous avez beau investir 20 millions ou je ne sais pas combien, le marché sera inaccessible parce qu'il inondé plusieurs mois dans l'année. Donc vous voyez un peu. Donc il est important aujourd'hui qu'on aille au-delà des débats, au-delà des prises de décision, mais qu'on aille vers l'action intensive par rapport donc à l'adaptation au changement climatique. Oui, c'est vrai, je ne sais pas, limiter les gaz à effet de serre, s'adapter au changement climatique. Il y a des approches de solutions, c'est vrai. On parle du développement des énergies renouvelables, la lutte contre la déforestation tropicale, par exemple, la rénovation des bâtiments, encourager la construction et tout ça. Mais est-ce que vous pensez que les pays en voie de développement aujourd'hui ont assez de sources de financement pour faire face à tout ceci? Bon, on va situer les problèmes. Déjà, par rapport à la question de l'atténuation. L'atténuation, en réalité, vise toute mesure qui permettra donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans tel ou tel secteur donné. Vous avez parlé, par exemple, de la déforestation. Vous savez que la seule espèce qui consomme le CO2, c'est l'arbre. Et donc, en termes de séquestration de carbone, l'une des mesures prioritaires, c'est la préservation des forêts, les plantations d'arbres et autres. Alors, au niveau des bâtiments, par exemple, nous allons privilégier des bâtiments qui vont consommer le moins possible d'énergie, avant même de venir à la source de l'énergie, qui doit être donc propre, par exemple, le solaire, etc., etc. Ça, nous allons vers l'atténuation. Donc, nous voulons réduire la courbe d'évolution donc de la température et par conséquent essayer de ralentir les exacerbations des impacts des changements climatiques. Par contre, nous avons le second volet qui est l'adaptation, où nous voyons déjà les impacts. Nous avons déjà les changements. C'est clair. Nous avons une manière de produire avant qui n'est plus adaptée aujourd'hui aux nouvelles données climatiques qui s'imposent à nous. Nous devons donc changer de comportement. D'où l'appel à de nouvelles technologies agricoles, à de nouvelles technologies de production dans tel ou tel, pour pouvoir s'adapter, donc s'ajuster par rapport à cette nouvelle donnée climatique. Et c'est ça, aujourd'hui, la priorité. L'Afrique doit faire les deux, parce que le climat n'a pas de frontières. Mais nous mettons beaucoup plus l'accent sur l'adaptation, puisque les impacts sont déjà là. Et il faut amener les communautés à réduire leur vulnérabilité. C'est ça. Et en termes, le second volet de votre question, c'est en termes de financement. Il faut dire que des financements existent. Il y a le fonds d'adaptation qui était là depuis. Il y a le fonds vert climat qui est opérationnel aussi depuis un moment. Nous avons quelques financements innovants au niveau des accords multilatéraux et autres, etc. Mais la question fondamentale, c'est l'accessibilité des pays africains, des communautés vulnérables à ces fonds-là. C'est ça la question fondamentale. Il faut aujourd'hui qu'on aille vers une flexibilité de cette accessibilité afin de permettre à ceux-là qui sont réellement vulnérables d'avoir accès au financement pour développer des actions concrètes d'adaptation au changement climatique. Voilà, vous avez abordé le second volet de cet entretien lorsque je parlais donc de l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Le paysan aujourd'hui, les effets sont déjà là. Est-ce que le paysan béninois, si je peux le dire ainsi, sait les dispositions qu'il doit prendre pour faire face à ce changement-là? Oui, vous savez, en termes de dispositions, le problème ne se pose pas. On a souvent pensé que l'agriculteur africain est bête et qu'il faut tout lui envoyer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il s'agit surtout de capacité. Le producteur lambda sait que son climat a changé. Il sait qu'il ne va plus mettre le maïs en terre en mars, puisqu'il ne pleut pas. Même les nouvelles pluies que nous avons, qu'on appelle généralement faux départ, c'est-à-dire qu'il pleut 2-3 jours, vous pensez que la saison pluvieuse a réellement commencé. Donc si vous n'êtes pas averti, vous mettez votre graine en terre, vous risquez après de tout perdre, puisqu'il n'y aura pas continuation de la pluie. Donc, il sait. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on renforce ses capacités par rapport aux nouvelles technologies. Je donne un exemple. L'un des défis majeurs de notre agriculture au Bénin et presque partout dans notre
Afrique de l'Ouest, c'est la maîtrise de l'eau. Nous ne pouvons plus continuer à attendre Dame Nature pour produire. C'est inadmissible. Nous avons des zones dans lesquelles nous avons de l'eau. Ce n'est pas exploité. Nous avons des zones dans lesquelles il n'y a pas de l'eau. On ne fait rien pour. C'est de ça qu'il s'agit d'abord. Donc le producteur doit avoir accès d'abord à l'eau en tout temps pour produire. On doit bannir de notre vocabulaire l'agriculture pluviale. Ça, c'est clair. La deuxième chose, est-ce qu'aujourd'hui, le producteur a les technologies nécessaires? Je parle des semences améliorées, par exemple. Nous avons des semences locales qui font 4 mois, par exemple, pour le maïs et autres, qui ne sont plus adaptées parce qu'on n'a plus cette quantité de pluie répartie sur ce nombre de jours pour couvrir le cycle de 100 jours pour le maïs. Il faut aller vers les maïs à cycle court de 75 jours, voire même de 65 jours. Les variétés ont été développées, mais de façon insuffisamment mise à la disposition des producteurs. C'est là les défis. Nous avons les intrants agricoles aussi, etc. Nous avons des pratiques aujourd'hui. On oublie souvent quand on évoque la question des changements climatiques, la question de la dégradation des terres. Mais on produit sur quoi, madame? On produit sur la terre. Donc nous devons, en même temps que je parle du défi de l'eau, nous devons prendre soin de la terre. Puisque c'est elle qui supporte la graine, c'est elle qui nourrit. Il faut nourrir la terre. Et au-delà de lui apporter les intrants chimiques, et il y a des pratiques culturelles qui existent, les pratiques d'assolement, de rotation, association culturelle, etc., légumineuses, graminées, qui permettent aujourd'hui aux producteurs qui ont la chance d'avoir accès à certains projets que des ONG et autres ont développés, d'avoir accès donc à cette technologie-là et de pouvoir s'adapter. Mais j'insiste sur le fait que c'est insuffisant encore. Nous devons vraiment aller vers la résolution de ce défi qu'est la maîtrise de l'eau aux fins agricoles. Justement, lorsqu'on parle des semences, est-ce que les pluies sont aujourd'hui maîtrisées, même par les scientifiques? Non, vous savez, vous abordez un point essentiel de changement climatique. On ne peut pas maîtriser la nature. Et c'est cela, justement. Justement, c'est là que le paysan se perd. Oui, et c'est justement parce qu'on ne peut pas maîtriser la nature. On est soumis à la nature. On peut prédire la nature. Vous avez des prévisions de l'augmentation de la température, augmentation du niveau de la mer, mais avec un taux d'incertitude. Vous avez des prévisions sur les cyclones et autres, tout ça, avec un léger taux d'incertitude, en fonction donc des modèles qui sont utilisés et de l'avancée de tel ou tel pays. Mais quand on ramène à l'échelle de l'agriculteur, il ne peut plus continuer d'attendre la pluie. Donc, il ne peut plus continuer d'attendre la nature. Nous avons aujourd'hui la capacité de faire de l'agriculture intensive sans être vraiment soumis à la nature. Nous avons aujourd'hui la capacité de développer des techniques culturelles pour amoindrir, par exemple, les inondations. Et il faut anticiper sur tout ça en faisant des études de vulnérabilité et autres pour déterminer réellement ce qu'il faut mettre en place en termes de stratégie ou d'options d'adaptation. Est-ce que vous pensez que les pratiques mystiques aujourd'hui, nous sommes en Afrique, hein, est-ce que ça arrange vraiment les choses? Lorsqu'on peut évoquer, on peut faire des incantations pour appeler la pluie ou pour empêcher la pluie de tomber, je ne sais pas. Est-ce que ça arrange? Non, mais c'est notre réalité. On est tous conscients. Celui qui le nie, je dirais, renie sa culture. On est tous conscients qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent faire tomber la pluie sur une superficie, sur une échelle donnée, etc. Mais combien sommes-nous? Combien sont-ils? Parce que moi, je ne suis pas dedans. Disant sommes-nous, je m'y inclus. Combien sont-ils à le faire? Et quelle est l'efficacité? À quelle échelle? Donc, on ne peut pas se fier à ça pour développer une agriculture. Non. Vous parlerez à l'inverse, par exemple, des méthodes scientifiques de bombardement des nuages qui permettent de produire de la pluie. Mais ces méthodes sont extrêmement coûteuses, ce qui rend après l'agriculture non rentable. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, au lieu de bombarder, par exemple, les nuages pour produire de la pluie, avec ces millions ou ces milliards, on peut déjà permettre aux producteurs de faire des retenues d'eau à leur niveau, même au niveau exploitation agricole,
équiper les producteurs en petits bassins de retenue d'eau, etc. Mettre à leur disposition des semences de variétés assez courtes, favoriser les intégrations pour l'utilisation, par exemple, des fientes de volaille, bousses de vache, etc., l'élevage, etc., pour donc une certaine fertilisation organique, afin d'amoindrir l'utilisation des engrais chimiques, etc. Donc, vous voyez, c'est un tout. C'est un tout. Parce que quand vous favorisez l'utilisation abusive des intrants chimiques, vous polluez l'environnement. Et donc, vous polluez l'environnement, vous revenez, tout est lié en fait. Donc, il faut aujourd'hui qu'on aille vers vraiment des pratiques saines, respectueuses de l'environnement, qui permettent de ne plus trop dépendre de la pluie pour produire quand on est dans le secteur agricole. Là, nous allons boucler cette émission. Nous allons revenir après sur le sujet dans un autre numéro parce que le sujet est vaste. On ne peut pas l'évacuer en 13 minutes ou en 26 minutes. Je voudrais que vous fassiez un appel à l'endroit du gouvernement parce que lorsque le gouvernement prend, la population à la base suit forcément. Je pense que, comme je le disais, il faut un engagement un peu plus accru de nos autorités. C'est vrai, quand vous voyez un peu le PAG et autres, vous avez des infrastructures hydro-agricoles qui sont en train d'être construites. Vous avez plein de projets qui sont mis en œuvre et autres. Mais il faut faire en sorte qu'aujourd'hui, vraiment, la question des changements climatiques soit transversalement prise en compte, quel que soit le secteur concerné. Aucun secteur n'est épargné. Il faut également vraiment aller vers les communautés vulnérables. Vous avez vu la dernière fois ce qui s'est passé à Mananville. On devrait éviter ce genre de choses. Vous avez vu un peu, cette année on parlera également encore des inondations. À Mananville, Karimama, dans les communes et autres. On n'arrive jamais à contrôler le phénomène. Il faut aujourd'hui qu'on développe un système d'alerte précoce, efficace, pris en compte par le gouvernement, qui anticipe. Et au-delà de l'anticipation, renforcer les capacités des communautés pour qu'elles-mêmes, aujourd'hui, puissent réellement anticiper sur les risques climatiques qui les impactent négativement. Les inondations, surtout quand on parle de notre pays. Merci beaucoup à vous, Monsieur Saïd Rompono. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de IDID, ONG, Initiative pour un développement intégré durable. Avec vous, nous avons parlé du changement climatique et de ses impacts sur l'agriculture. Merci donc d'être de passage dans notre environnement. En question. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour ce numéro de votre émission Notre Environnement en question sur Ovadia Web TV. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.